Bonjour bande de licornes radioactives. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro de Livre ou Film. Et en fait, comme je te disais, j'ai décidé que j'allais épouser Christian parce que il est vraiment trop parfait. Ça va là, t'as pas l'impression que t'emmerdes un petit peu? Maintenant tu me déranges pas, hein, tu peux continuer. Hein. Bref. Aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas encore compris, nous allons parler du bouquin qui a dû faire couler énormément d'encre ces derniers temps et de son adaptation aussi. C'est-à-dire que nous allons parler de 50 nuances de Grey. Pour ceux qui ne connaissaient pas, voici le résumé. Anastasia Steele, étudiante en littérature, a accepté la proposition de son ami journaliste de prendre sa place pour interviewer Christian Grey, un jeune et richissime chef d'entreprise de Seattle. Dès le premier regard, elle est à la fois séduite et intimidée. Convaincue que leur rencontre a été désastreuse, elle tente de l'oublier jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille à mi-temps et lui propose un rendez-vous. Anna est follement attirée par cet homme. Lorsqu'ils entament une relation passionnée, elle découvre son pouvoir érotique, ainsi que la part obscure qu'il tient à dissimuler. Voilà. Comme d'habitude, nous allons commencer par le roman, ses points positifs et ses points négatifs. Nous passerons ensuite par l'adaptation, parce que voilà, j'arrive pas à parler. Hein. Avant de commencer, il faut savoir que ce best-seller est en fait une fanfiction d'un autre best-seller. E.L. James est en fait une grande fan de Twilight et elle a décidé de faire une fanfiction version BDSM. En tout cas, il raconte l'histoire d'une jeune femme de 22 ans qui est encore vierge et qui va, on va dire, passer par un rite de passage qui fait qu'on devient une femme. Elle découvrira sa sensualité, etc. Même si c'est de manière tout à fait dégueulasse et horrible. Je ne ferai pas de commentaires de plus là-dessus. Ce qu'on retrouve quand même dans ce roman, c'est qu'on a quand même un personnage assez intriguant qui est Monsieur Grey. Je n'irai pas dire comme toutes ces autres fangirls que Monsieur Grey est l'homme parfait. Il ne l'est absolument pas. C'est un maniaque complètement taré qui aime tabasser les femmes et qui ne pense qu'à son unique plaisir. Mais en tout cas, Monsieur Grey est un personnage intriguant, c'est-à-dire qu'on n'en sait pas beaucoup sur son passé. On aimerait savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, comment il en est arrivé là, pourquoi il a réussi à monter une entreprise aussi jeune. Le personnage de Christian et son passé doit être la chose qui fait tenir justement les lecteurs jusqu'au 3e tome. Parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ça, personne ne l'aurait lu en fait. Je suis désolée de la voix blasée que je prends, mais je n'arrive pas à comprendre cet engouement qu'il y a autour de 50 nuances de Grey. Certes, j'ai lu les 3 bouquins, je suis allée voir le film, et pourtant je suis complètement blasée et énervée de voir tout cet engouement autour d'un film de BDSM qui prône que être vierge à 22 ans est une situation qu'il faut régler. J'ai encore cette phrase dans les bouquins et même dans le film où Anastasia lui avoue qu'elle est encore vierge à 22 ans. Et mon Dieu, ça semble un problème. Vous vous rendez pas compte du message que ça donne aux gamines de 16 ans qui lisent ça? C'est-à-dire qu'elles se disent « Merde, j'ai 16 ans, je suis encore vierge, il faut vite que j'aille me faire dépuceler par Monsieur Grey !» Bref, ce que j'ai aimé dans les bouquins, c'est cette tension qui se fait ressentir tout au long entre Anastasia et Christian. De plus, dans les romans, on trouve des références littéraires plutôt intéressantes, notamment à la littérature britannique. Cependant, ça reste une fanfiction et donc le style est plutôt enfantin. Je crois que l'auteur a à peu près 50 ans et j'avais l'impression de lire... de me lire en fait, de lire les trucs que j'écris qui sont complètement gamins et stupides. C'est-à-dire que E.L. James parle d'une chose qui est plutôt taboue, mais elle en parle très mal. C'est pas le premier auteur à écrire des choses qui sont complètement tabous. Regardez Lolita de Nabokov qui traite de la pédophilie. Et pourtant, c'est l'un de mes romans préférés parce qu'il a une plume qui est juste sublime. Mais là,
comme E.L. James n'a pas une plume qui est magnifique, on s'en fout en fait. J'ai trouvé que 50 nuances de Grey n'avait aucune finalité. Je ne trouvais pas le but qu'il y avait dans ce bouquin, à part de connaître le passé de Christian. Mais à part ça, tout est creux, tout est vide. On a l'impression que l'auteur fait des dialogues comme ça simplement pour pouvoir écrire des scènes de cul après. De plus, il y a la présence d'autres personnages qui sont complètement plats. C'est-à-dire que c'est sûrement une façon de dire que Christian et Anastasia sont constamment dans leur bulle. Mais en tout cas, on a des personnages qui sont là. Voilà. Mais en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que l'auteur nous a introduit plusieurs personnages intéressants. C'est-à-dire que je trouve que le personnage de Kat est un perso plutôt intéressant comparé à Anastasia qui est complètement fade et plate. Et pourtant, on sait pas grand-chose sur eux. De plus, ce que je n'aime pas dans ce bouquin, c'est toute cette relation avec la culture du viol. C'est-à-dire, n'allez pas me dire qu'au début, Anastasia est consentante. En fait, voilà, ce que je supporte pas, c'est que Christian Grey, ces derniers temps, est mis comme l'apogée de l'homme parfait. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il est beau, il est riche. Si E.L. James ne l'avait pas mis dans un contexte où c'était un homme qui avait réussi et qui avait un passé assez trouble, tout le monde aurait fait « mais quel connard ce type !» C'est comme si tout le monde se mettait à rêver d'avoir une relation toxique et complètement abusive. C'est... non, je sais pas, je comprends pas. Et ce que je comprends pas, c'est quand des filles de 16 ans se mettent à fantasmer sur les types de mecs comme Christian, quoi. Ce que je n'aime pas dans ce livre, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que Anastasia accepte tout de même d'essayer le BDSM, simplement parce qu'elle a une attirance pour Christian et que elle veut rester avec lui, c'est juste pour ça qu'elle l'accepte. Et d'un seul coup, comme ça, dans sa vie, il y a un mec qui contrôle tout ce qu'elle fait, qui se ramène comme ça au moment même où il a envie de baiser, c'est-à-dire que Anastasia devient presque un objet sexuel. Alors peut-être que j'ai un discours féministe, mais je suis désolée, je ne supporte pas ça. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que si ce bouquin marche, c'est qu'il y a sérieusement un problème, vous trouvez pas, dans la société? Non mais, ce que je veux dire, c'est que les gens se mettent à normaliser le BDSM. Je n'ai rien contre les personnes qui font ça, c'est tout à leur honneur, s'ils s'épanouissent dans ce genre de choses, c'est très bien. Mais ça, le BDSM a toujours été quelque chose de tabou, et le voir maintenant placardé partout sur les rues, partout dans de nombreux romans, vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre là? Passons à présent au film qui a été réalisé par Sam Taylor Johnson, l'épouse de Aaron Johnson, réalisatrice qui est plutôt connue pour Nowhere Boy, qui raconte l'histoire, si je me souviens bien, la jeunesse de John Lennon. Dans les acteurs principaux, nous retrouvons dans le rôle d'Anastasia Dakota Johnson, qui a joué dans Sortilège et The Social Network. Christian Grey est incarné par Jamie Dornan, qui est plutôt connu pour son rôle dans Marie-Antoinette avec Keira Knightley. Et Once Upon a Time, dans la première saison, il jouait le rôle du shérif. Mais si vous vous souvenez, c'est celui qui se tapait Regina. Maintenant, c'est ce qu'il lui faisait en vrai, hein. Il faut savoir qu'au départ, la personne qui devait jouer Christian n'était autre que le magnifique Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, qui est connu pour son rôle dans Sons of Anarchy. Mais il se trouve qu'après s'être fait embaucher, il a abandonné le projet. Je pense qu'il s'est rendu compte de la merde que ça allait être et du coup... Dans les points positifs, j'ai noté qu'il y avait tout de même certains plans qui étaient intéressants. J'en ai relevé un. C'est la scène de négociation, c'est-à-dire que quand Anastasia rejoint Christian à son bureau afin qu'ils négocient leur contrat pour leur truc, j'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il y avait dans ce plan-là, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une salle de réunion, donc qui prouvait que c'était tout de même un rendez-vous professionnel, mais ils ont décidé de tamiser cette lumière et qu'il y ait ces nuances de rouge et de blanc. Et justement, cette nuance de rouge et de blanc qui est l'unique source de lumière, en fait,
montre que peu à peu Anastasia laisse tomber son innocence afin d'entrer dans le monde de Christian. Et j'ai trouvé que c'était l'unique scène où on ressentait vraiment, j'ai envie de dire des sentiments, mais on ressentait vraiment toute cette tension qu'il y avait entre Anastasia et Christian. Si je devais citer une scène qui m'a plu, ça doit être celle-là. De plus, la scène d'ouverture était plutôt bien recherchée avec I Put a Spell on You. C'était une reprise, c'était pas la chanson originale de Nina Simone, donc du coup j'étais pas très contente. Mais j'ai trouvé que déjà la chanson allait très bien avec le thème. Mais je trouve qu'elle a pas... Je l'ai trouvée tout de même assez banale comme scène d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle n'était pas assez recherchée. Je trouvais même qu'on voyait trop Christian, c'est-à-dire que ça aurait été sympa de ne le montrer que de dos ou qu'on ne voit même pas son visage, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas vraiment mais on le devine. Et à la place de... je ne suis pas réalisatrice, mais à la place de Sam Taylor Johnson, j'aurais fait ce jeu d'ombre pour qu'on ne le voit pas en fait. Dans les points négatifs, on peut noter que le film a été fait beaucoup trop rapidement, c'est-à-dire que on sent qu'il voulait simplement profiter de l'engouement qu'il y avait autour du roman, enfin de la fanfiction. Et du coup, ils l'ont fait extrêmement rapidement, je crois qu'ils l'ont fait en même pas un an. Je crois que la post-prod a duré 8 mois et le tournage, etc. n'a duré qu'un mois, tout au plus. Et je trouve que ça s'est ressenti dans la qualité du film. Moi j'étais plutôt déçue qu'il l'adapte au final. De plus, je trouve que le film possède un engouement qui ne se mérite pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils l'ont donc interdit de moins de 12 ans en France. C'est-à-dire que des gamines de 13 ans peuvent aller voir ça et penser que Christian Grey n'est rien d'autre que le prince charmant. Et en plus, je suis désolée qu'on se l'avoue, tout le monde va le voir pour la belle gueule de Jamie Dornan. Tu vas quand même pas leur faire croire que toi t'as pas regardé Pompéi pour Kit Harington quand même, hein. Non, moi je suis allée voir Pompéi, c'est pour le contexte historique, ok? Dans le film, on ne voit aucune profondeur de la part des personnages, j'ai l'impression que tout était plat, Et justement, je vais en venir, le jeu des acteurs, je l'ai trouvé hideux. Je sais que c'est un mot très très fort, etc. Mais j'ai trouvé que le jeu des acteurs était complètement plat et hideux. J'avais l'impression qu'ils étaient là à réciter leur texte. Alors je sais pas si c'est parce que ils l'ont fait très très rapidement et du coup ils avaient pas le temps d'apprendre leur texte et qu'ils le lisaient devant comme ça. En fait j'avais l'impression de voir... vous vous souvenez à l'école quand on était devant la classe à réciter la poésie? C'était exactement ça pour moi. De plus, le film est complètement niais. J'ai eu beaucoup de fois envie de vomir devant cette niaiserie. Christian est présenté comme un bisounours et le duo de Dakota Johnson et Jamie Dornan ne fonctionne pas. Il n'y a aucune alchimie entre eux. Alors je sais pas s'il y avait une alchimie entre elle et Charlie Hunnam, mais ça n'allait pas du tout. Du coup, ça nous donne l'impression que le film est vide, qu'il est vide de sentiments et de tout. Ainsi comme la relation est complètement vide, on ne voit aucune raison de leur amour. Oh si, mon Dieu, Christian l'a sauvé de se faire renverser par un vélo, c'est l'amour de sa vie, mon Dieu. En conclusion, 50 Shades a été victime de son énorme publicité. J'étais partagée entre l'envie de vomir et de rire pendant tout le film. En fait, on a simplement l'impression que l'équipe s'est précipitée de faire l'adaptation tant que le BDSM était toujours à la mode. C'est-à-dire que l'équipe est bonne à la base, mais ils ont voulu adapter quelque chose qui n'avait déjà à la base aucune finalité. Ce qui fait que la narration est complètement creuse, tout comme les jeux d'acteurs. C'est-à-dire que l'actrice qui jouait Kate m'a filé plus de frissons que les deux protagonistes. Et pour conclure, j'ai envie de dire que la réalisatrice avait énormément d'idées, mais elle a été freinée par l'émotion, on va dire, de l'auteur. Par exemple, l'idée du mot de fin de Sam Taylor Johnson était de mettre le mot rouge, c'est-à-dire à la scène de l'ascenseur, je ne fais aucun spoiler. Pendant la scène de l'ascenseur, Sam Taylor Johnson avait l'idée, pour l'arrêter, de donner le mot rouge, qui est le mot rouge, qui est en fait le safe word durant leur relation dans la chambre. Mais on va dire que E.L. James a piqué sa crise et a voulu absolument mettre le mot qu'il y avait dans son bouquin.
Et donc elle a privé 50 Shades d'une fin plutôt intéressante. Pour conclure ce battle, nous allons donner la victoire au livre. Malgré le fait qu'il soit creux, il m'a donné beaucoup plus de frissons que le film.